Dans le petit village de Gbamon, où le soleil brûle la terre rouge et les pluies se font rares, vivait une femme nommée Djeneba. À 30 ans à peine, son visage portait déjà les marques d'une vie trop lourde. Ses yeux, secs de larmes depuis longtemps, reflétaient une fatigue profonde, celle de ceux qui ont trop espéré sans jamais rien recevoir en retour. Djeneba n'avait jamais connu la douceur d'un foyer stable. Orpheline dès l'enfance, elle avait été ballottée entre des tantes et des grands-mères qui, bien qu'ayant bon cœur, n'avaient pas de quoi nourrir une bouche de plus. À 13 ans, elle quittait déjà l'école pour vendre des beignets au bord de la route sous le regard indifférent des passants. Elle rêvait d'une vie meilleure, mais chaque jour, la réalité la giflait sans ménagement. Elle vivait dans une case en banco, avec un toit troué qui laissait passer la pluie et les moustiques. Les nuits étaient longues, rythmées par les cris des enfants du voisinage et les gémissements des malades. À l'intérieur, un vieux matelas en mousse, rongé par le temps, faisait office de lit. Une lampe à pétrole posée sur une caisse renversée servait de lumière. Et au fond de la pièce, un petit foyer noirci par la suie, où elle cuisinait les maigres repas qu'elle parvenait à assembler. Le matin, Djeneba se levait avant le chant du coq. Elle marchait plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau au puits, un bidon jaune sur la tête. Elle revenait, essoufflée, les pieds boueux, les bras endoloris. Ensuite, elle s'installait devant sa case pour vendre du charbon, quelques légumes et parfois du gari. Les clients étaient rares, et souvent, ils marchandaient au point de l'humilier. Elle baissait les yeux, serrait les dents. Elle n'avait pas le luxe de la fierté. Un jour, elle sentit son corps changer. Les nausées du matin, les vertiges, la fatigue inhabituelle. Elle comprit vite. Elle était enceinte. Le père, un chauffeur de passage, un homme marié qui lui avait promis monts et merveilles pour une nuit de chaleur sous les étoiles. Il était parti le lendemain sans un mot, sans se retourner. Djeneba fut terrifiée. Un enfant? Comment nourrir un être de plus quand elle-même avait du mal à se nourrir? Elle se parlait à voix basse, le soir dans l'obscurité, demandant à Dieu pourquoi il lui infligeait cette épreuve de plus. Mais malgré la peur, malgré la douleur, elle garda l'enfant. Chaque coup qu'elle recevait dans le ventre était un rappel de la vie qui grandissait en elle, une vie qu'elle n'avait pas demandée, mais qui s'imposait à elle. Les voisines la regardaient avec pitié. Certaines lui donnaient un peu de riz, d'autres des conseils, rarement sincères. Elle sentait le jugement dans leur regard, mais elle n'en avait cure. Elle se battait pour survivre, jour après jour. La grossesse fut difficile, sans soins, sans soutien. Elle accoucha seule, dans sa case, par une nuit d'orage, les éclairs éclairant brièvement son visage trempé de sueur et de larmes. Le cri du bébé déchira le silence. Un garçon. Elle le serra contre elle, le regard embué, incapable de savoir si elle devait se réjouir ou pleurer. Elle l'appela Malik. Les jours suivants furent un supplice. Le lait ne venait pas. Elle n'avait rien à manger. Malik pleurait sans arrêt, son petit corps amaigri frissonnant dans la nuit froide. Djeneba luttait, tentait de l'allaiter, malgré tout, tremblante de faim et d'épuisement. Mais dans le village, personne ne l'aidait vraiment. Une bouche de plus, c'était une charge. Une femme seule avec un enfant illégitime, c'était un fardeau que même les bonnes âmes hésitaient à porter. Alors elle restait cloîtrée, honteuse, fatiguée, perdue. Une semaine passa, puis 2. Malik ne grandissait pas. Son visage devenait cireux, ses cris de plus en plus faibles. Djeneba n'avait plus rien à lui donner. Plus rien. Pas même un espoir. Une nuit, alors qu'elle regardait son fils dormir dans un panier tressé, une idée noire s'imposa à elle. Une idée qu'elle repoussa d'abord, mais qui revint plus forte, plus insistante. Elle pleura, supplia Dieu de l'aider, d'envoyer un miracle. Rien ne vint. Le matin suivant, elle se leva, l'air vide, les gestes mécaniques. Elle prit le panier, le couvrit d'un pagne et marcha vers la forêt, les jambes lourdes comme du plomb. Chaque pas était une déchirure. Elle murmurait le nom de son fils, espérant qu'il pleure, qu'il l'arrête, qu'il lui rappelle qu'il était encore là, vivant. Mais Malik dormait. Quand elle trouva une clairière, elle s'arrêta. Elle creusa avec ses mains, ses ongles, jusqu'à saigner. La terre était dure, comme son cœur, comme le monde. Quand le trou fut assez profond, elle posa doucement le panier à l'intérieur. Elle recula. Elle tomba à genoux. Elle hurla. Mais personne ne l'entendit. Djeneba rentra chez elle ce soir-là, le regard vide, les mains tremblantes, l'âme brisée.
Pendant des semaines, elle erra comme un fantôme. Les villageois disaient qu'elle était devenue folle. Elle ne parlait plus. Elle ne riait plus. Elle restait assise à même le sol, le regard perdu dans le vide. Mais la vie, cruelle et indifférente, continuait autour d'elle. Les enfants jouaient, les femmes bavardaient, les hommes buvaient du vin de palme. Et Geneba, elle, mourait un peu plus chaque jour. Elle avait enterré bien plus qu'un enfant. Elle avait enterré son avenir, son espoir, son humanité. Et pourtant, quelque part au plus profond d'elle, une peur restait, vivace. Et si le destin n'avait pas fini avec elle? Les années avaient passé, mais les cicatrices dans le cœur de Geneba restaient béantes. Agbamon, les gens avaient fini par oublier l'histoire de son bébé. Les rumeurs s'étaient tues, remplacées par d'autres ragots, d'autres scandales. Mais dans l'ombre de sa case silencieuse, Geneba, elle, n'avait rien oublié. Chaque nuit, elle revivait cette marche dans la forêt. Chaque nuit, elle entendait encore, ou croyait entendre, les pleurs étouffés de Malik. Elle avait vieilli trop vite. Son dos se voûtait, ses mains étaient dures comme de la pierre. Elle ne souriait plus. Elle ne priait plus. Dieu, pensait-elle, l'avait abandonnée depuis longtemps. Pourquoi continuer à l'appeler? Les prières n'avaient pas nourri Malik. Les jeûnes n'avaient pas écarté la faim. Elle survivait, uniquement par habitude. Le jour, elle pilait le manioc pour les femmes du marché en échange d'un peu de farine ou de poisson sec. La nuit, elle s'endormait sans avoir mangé, parfois même sans se souvenir de la dernière fois qu'elle avait réellement parlé à quelqu'un. Mais une nuit, quelque chose changea. Ce fut une nuit sans lune, sans vent, sans étoiles. Un silence étrange enveloppait le village. Pas un cri d'oiseau, pas un coassement de grenouille, juste ce vide pesant, comme si le monde avait retenu son souffle. Geneba était couchée, les yeux ouverts, le regard planté dans l'obscurité. Une sueur froide coulait dans son dos. Elle sentit alors quelque chose, un frisson, une présence. Elle se redressa lentement, ses mains tremblaient. Dans l'ombre, une silhouette se dessina près de la porte, haute, immobile. « Qui est là ?» murmura-t-elle. La voix qui répondit ne semblait pas humaine. Elle était douce, chaude, rassurante, mais trop parfaite pour être réelle. « Je suis celui qui aide les oubliés, celui qui écoute quand les dieux restent sourds. » Geneba sentit son cœur battre violemment. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. « Tu m'as appelé, Geneba, nuit après nuit. Tu m'as supplié de changer ton destin. Je suis venu. » La silhouette entra dans la case. Elle n'avait pas de visage, juste une présence enveloppée d'un pagne noir, comme si l'obscurité elle-même avait pris forme humaine. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» réussit-elle à murmurer. « Rien que tu n'as déjà perdu. » La silhouette s'assit à ses côtés. Le sol ne craqua pas. L'air devint glacé. « Je peux t'offrir une nouvelle vie, Geneba. Une vie de confort, de respect. Plus de faim, plus de solitude. Tu ne seras plus la femme que les autres regardent avec pitié. » Geneba, malgré la peur, sentit un espoir interdit poindre dans sa poitrine. « Et que dois-je faire en échange ?» La silhouette se pencha. « Il faut juste dire oui. Juste accepter de ne plus poser de questions. Le reste viendra. L'argent, la santé, le bonheur. Tu n'auras qu'à suivre les signes. » Geneba sentit une larme couler sur sa joue. Pour la première fois depuis des années, elle pleurait. Elle ne savait pas si c'était de peur, de soulagement ou de honte. Elle pensa à Malik, à ce qu'elle avait fait. Elle pensa à sa vie d'avant, à ce qu'elle avait perdu. Et si c'était là sa chance, sa rédemption? Elle hocha lentement la tête. Je ne veux plus souffrir. La silhouette sourit, un sourire invisible, mais qu'elle ressentit jusqu'à l'os. Alors ta vie va changer, Geneba. Mais souviens-toi, chaque chose a un prix, et certains prix ne se paient qu'avec le cœur. Puis, d'un seul coup, la présence disparut. Geneba tomba à genoux, haletante, le corps en sueur. Était-ce un rêve? Une hallucination? Le lendemain matin, elle se réveilla comme si rien ne s'était passé. Mais devant sa porte, une enveloppe était posée. À l'intérieur, un billet neuf de 10 000 francs CFA. Et une feuille avec ces mots, écrits à l'encre rouge, « Ce n'est que le début ». Elle regarda autour d'elle, bouleversée. Personne ne semblait l'avoir vue. Elle hésita à utiliser l'argent. Et pourtant, ce jour-là, elle alla au marché. Elle acheta de quoi se nourrir pendant une semaine. Pour la première fois depuis des années, elle mangea à sa faim. Le soir, un deuxième billet attendait à sa porte. Puis un troisième, le jour suivant. Les jours devinrent semaines. Geneba commença à changer. Elle acheta de nouveaux habits. Elle fit réparer son toit.
Elle paya des jeunes pour entretenir sa cour. Bientôt, les villageois recommencèrent à lui parler, à l'admirer. Elle a reçu une bénédiction, disaient certains. Elle est allée voir un marabout puissant, murmuraient d'autres. Mais elle gardait le silence. Chaque soir, la même enveloppe. Chaque semaine, une somme plus grosse. Et un message: continue, ne regarde pas en arrière. Mais au fond d'elle, Geneba savait. Ce n'était pas une bénédiction. C'était pas un miracle. C'était un pacte. Et elle l'avait accepté. Et même si tout semblait s'améliorer, quelque chose grondait dans l'ombre, quelque chose d'invisible, mais prêt à surgir. Elle faisait parfois des rêves étranges. Elle voyait des yeux d'enfant brillant dans le noir, des mains tendues vers elle. Une voix faible qui murmurait « Maman, pourquoi tu m'as laissé ?» Elle se réveillait en sursaut, la gorge nouée, le souffle court. Mais chaque matin, l'enveloppe était là, comme pour effacer les cauchemars, comme pour lui rappeler que le chemin était déjà tracé. Elle avait dit oui. Et le diable, lui, n'oubliait jamais une promesse. Le vent soufflait fort ce soir-là. Un vent étrange qui semblait murmurer des choses dans une langue oubliée, sifflant entre les cases de Gbamon comme un avertissement venu d'un autre monde. Geneba, assise sous son porche rénové, fixait l'enveloppe du jour, plus lourde que d'habitude. Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur, une liasse bien épaisse et un billet glissé entre les billets. Le moment est venu. Son cœur se serra. Elle savait que ce jour finirait par arriver. Depuis qu'elle avait accepté cette main invisible dans la nuit, rien n'avait été gratuit. Elle s'était nourrie, vêtue, elle avait retrouvé une dignité perdue, mais elle n'était jamais vraiment en paix. Et ce message. Ce billet court, mais lourd de conséquences. Elle rangea l'argent dans une boîte cachée sous son lit, puis referma doucement sa porte. La nuit tomba rapidement, comme si le ciel voulait cacher ce qui allait suivre. Vers minuit, alors que tout le village dormait, une silhouette apparut à sa fenêtre. Elle n'eut pas peur. Elle l'attendait. La même présence sombre que cette nuit-là. Le même souffle froid. « Tu es prête, Geneba ?» Elle déglutit difficilement, puis acquiesça. « Que dois-je faire ?» La voix murmura doucement, presque avec tendresse. « Ce que tu as toujours su faire, obéir. » Puis la silhouette se fondit dans le sol, ne laissant qu'une odeur d'encens brûlé et un objet à ses pieds. Un petit récipient d'argile, fermé d'un bouchon de feuilles tressées. Enterre-le à la croisée des chemins, là où les vivants hésitent et les esprits passent. Fais-le avant le chant du coq. Elle prit le récipient, le serra contre sa poitrine et sortit. La croisée des chemins était à 3 kilomètres du village, là où les sentiers menant à la rivière, à la forêt et au vieux cimetière se rejoignaient. Un lieu évité par tous, surtout la nuit. Mais cette nuit-là, Geneba n'avait plus peur. Elle était vidée, comme si quelque chose en elle s'était détaché, emportant ses émotions. Arrivée au carrefour, elle creusa. La terre était froide, humide. Des crapauds chantaient au loin et les feuillages bruissaient d'ombres invisibles. Elle déposa le récipient dans le trou et, sans un mot, recouvrit le tout. À peine eut-elle terminé que le sol vibra sous ses pieds. Une chaleur étrange monta de la terre. Une lumière rouge jaillit un instant du sol, puis disparut aussi vite. Elle resta là, immobile, le souffle coupé. Puis, comme guidée par une force inconnue, elle rentra chez elle. Au petit matin, un homme l'attendait devant sa case. Grand, vêtu d'un costume noir impeccable, le regard dissimulé derrière des lunettes fumées. Il n'était pas du village. Personne ne l'avait vu venir. « Mademoiselle Geneba ?» Elle hocha la tête. Une fondation caritative vous a sélectionné pour un projet pilote. Vous allez être relogé à Abidjan. Un emploi vous attend. Logement, sécurité, tout pris en charge. Elle resta sans voix. L'homme lui tendit une carte avec un logo étrange, un serpent enroulé autour d'un œil. Nous partons demain. Préparez-vous. Elle aurait dû poser des questions. Mais elle n'en posa aucune. Elle était fatiguée de comprendre. Le lendemain, elle quitta le village sans se retourner. La ville était immense. Abidjan bourdonnait de vie, de klaxons, de vendeurs ambulants, de gratte-ciel qui chatouillaient le ciel gris. Geneba fut installée dans un appartement moderne, climatisé, avec de l'eau chaude et un lit moelleux. Elle fut introduite dans une entreprise de bienfaisance, disait-on. Mais elle ne faisait rien en réalité. Elle devait juste être là. Parfois, on lui demandait de se présenter à des dîners, de sourire, de poser à côté de donateurs.
On lui donnait des habits de luxe, on lui versait un salaire chaque mois, on lui disait qu'elle était l'exemple de la réussite sociale. Mais derrière les sourires, il y avait les ombres, des regards insistants, des rituels étranges avant certaines rencontres, des pièces où l'on entrait les yeux baissés, des noms qu'on ne devait jamais prononcer, et toujours, à chaque étape, cette présence, invisible mais constante. Un soir, on la conduisit dans une grande maison, en dehors de la ville. Là, dans une salle circulaire éclairée par des bougies rouges, elle retrouva l'homme en noir. « Il est temps de sceller ton pacte. Jusqu'ici, tu as été protégé. Mais il faut que tu l'acceptes consciemment cette fois. » Devant elle, un miroir noir comme de l'obsidienne, une coupe et un poignard. « Une goutte de ton sang et tu deviendras l'une des nôtres, à jamais. » Djeneba prit le poignard. Elle le sentit chaud dans sa main. Son cœur battait à tout rompre. Et dans ce miroir, elle crut voir un enfant, un garçon. « Malik !» chuchota-t-elle. Ses mains tremblèrent. Elle laissa tomber le poignard. « Non, je ne peux pas. » Le silence fut brutal. Le regard de l'homme changea. « Tu as déjà accepté. Il est trop tard. » Mais elle recula. « J'ai accepté la souffrance, pas l'oubli. Pas ça. » Le miroir vibra. Une voix d'enfant résonna dans la pièce. « Maman, je suis là. » Elle tomba à genoux, le visage noyé de larmes. « Qu'ai-je fait ?» Dans un souffle venu d'ailleurs, une phrase s'imposa à elle, brûlante. « Tu peux toujours payer ta dette, mais le prix sera terrible. » Djeneba fuit cette nuit-là. Elle ne retourna jamais à cette maison. Pendant des jours, elle erra dans la ville, traquée par des ombres, hantée par cette vision de son fils perdu. Le pacte avait été scellé, oui, mais quelque chose s'était fissuré. Une brèche, une faiblesse. Et dans cette faille, une vérité bien plus terrifiante se cachait. Malik n'était peut-être pas mort. Et maintenant, il était temps pour elle d'affronter ce qu'elle avait fui. Mais aurait-elle la force de le regarder dans les yeux? Le soleil d'Abidjan se levait sur une nouvelle vie. Djeneba, enveloppée dans un pagne de soie aux motifs dorés, se regardait dans le miroir mural de sa suite luxueuse. Elle n'était plus la même femme que celle qui, des années plus tôt, marchait pieds nus dans la poussière rouge de Gbamon, traînant la honte et la faim comme des chaînes invisibles. Non. Aujourd'hui, elle était devenue une étoile. On l'appelait Madame Djeneba Sanogo, femme d'affaires, bienfaitrice, modèle de réussite. Sa photo trônait en couverture de magazine. Son nom était sur les lèvres de tous dans les cercles d'influence. Elle participait à des conférences sur l'auto-élévation des femmes africaines, présidait des galas de charité, finançait des orphelinats, comme pour acheter quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Mais au fond d'elle, une voix chuchotait encore. Chaque fois qu'elle entendait un enfant rire ou pleurer, quelque chose se contractait dans son ventre. Chaque fois qu'elle recevait un bouquet, un prix, une reconnaissance publique, un vide grinçait sous ses pieds, comme si tout cela reposait sur un sol fissuré, instable. Pourtant, aux yeux du monde, elle brillait, et elle enchaînait les succès avec une grâce troublante. Elle possédait maintenant 2 boutiques de prêt-à-porter à Cocody, un salon de beauté à Marcory et un partenariat discret avec un groupe international d'investisseurs. Son compte bancaire grossissait chaque mois, sans qu'elle ait besoin de lever le petit doigt. Les hommes d'affaires la respectaient, les politiciens la courtisaient. Même les marabouts et prophètes rêvaient d'avoir son oreille. Mais cette ascension ne s'était pas faite seule. L'homme en noir, qu'elle appelait désormais Monsieur Ndama, apparaissait parfois dans l'ombre de ses réussites. Un regard, un murmure, une instruction brève. Invite ce ministre à ton gala, évite cette journaliste, donne une enveloppe à ce douanier. Et elle obéissait, toujours. Mais jamais, plus jamais, elle n'avait touché au sang. Un jour, elle fut invitée à une réception privée à la résidence présidentielle. Un événement rare, très rare. Elle portait une robe ivoire taillée sur mesure, ses cheveux relevés en chignon délicat, des perles noires pendues à ses oreilles. Dès qu'elle entra, les regards se tournèrent. Elle flottait dans la pièce, comme une entité divine descendue parmi les mortels. Le président lui-même lui adressa la parole, longuement. Il parla de projets de développement, de femmes leaders, de jeunesse inspirée. Puis il la fixa d'un regard perçant. « Vous êtes une femme exceptionnelle, Madame Sanogo. On sent chez vous une force très ancienne. » Elle esquissa un sourire, mais son cœur battait trop fort. Il savait. Il ne disait rien, mais il savait.
Le reste de la soirée fut un tourbillon de mondanité, de toasts levés à son nom, de promesses d'avenir. On lui proposa un poste d'ambassadrice culturelle, un titre vide mais prestigieux. Elle accepta, bien sûr. Et ce soir-là, de retour chez elle, elle s'assit seule sur son canapé de cuir italien, une coupe de champagne à la main. Tout était là. La gloire, l'argent, l'admiration. Mais alors pourquoi ce vide hurlait-il en elle plus fort encore? Elle alluma la télévision pour étouffer ce silence. Une émission locale sur les familles à la recherche de leurs enfants disparus. Elle allait zapper. Mais une voix la figea. Il s'appelait Malik, disparu dans des circonstances étranges à Gbamon. Sa mère l'aurait abandonné. Ou pire. L'image d'un garçon apparut. Il avait peut-être 20 ans aujourd'hui. Le regard doux. Une ressemblance troublante. Elle éteignit aussitôt. Le souffle court, elle se leva, fit les 100 pas, tenta d'oublier. Mais quelque chose venait de se fissurer. Le lendemain, dans son bureau vitré au 16e étage, elle retrouva une enveloppe posée sur son fauteuil. Sans nom, sans expéditeur. Elle l'ouvrit. Une photo. Le jeune homme de la télévision, debout, vivant, devant une maison modeste. Et au dos, une phrase manuscrite. « Il est là, il t'attend ». Son cœur explosa dans sa poitrine. Elle chancela. Des souvenirs l'assaillirent. Le carrefour, la terre froide, la petite boîte d'argile. Le pacte, la fuite, il était vivant. Il n'était jamais mort. Ou était-ce lui? Était-ce possible? Était-ce une illusion, une punition, une ruse du diable? Elle annula tous ses rendez-vous. Elle ne parla à personne ce jour-là, pas même à M. Ndama. Elle resta enfermée dans son bureau à fixer cette photo, à trembler. Puis en pleine nuit, elle se leva, en silence. Elle prit sa voiture personnelle sans chauffeur et elle roula vers Gbamon, vers la terre rouge, vers la misère, vers la vérité. Les néons de la ville laissèrent place à l'obscurité rurale. Les souvenirs affluaient comme des tambours de guerre dans son esprit. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver là-bas. Une illusion? Un esprit vengeur? Son propre passé qui refusait de mourir? Mais elle devait savoir. Elle arriva au petit matin. Le village n'avait pas changé. Les mêmes cases, les mêmes vieux qui jouaient aux dames sous l'arbre à palabres. Mais eux avaient changé. Lorsqu'ils la virent, ils murmurèrent. Certains reculèrent. D'autres détournèrent le regard. Elle n'était pas l'enfant du village revenu au pays. Elle était une ombre dorée. Et elle marcha droite, le cœur au bord de la gorge, jusqu'à cette maison sur la photo. Elle frappa. Une fois, 2 fois. Et la porte s'ouvrit, lentement. Un jeune homme, vêtu simplement, la regarda. Ses yeux. Maman? Elle sentit ses jambes se dérober. Un flot de chaleur monta en elle, puis une douleur inouïe. Malik? Ils se regardèrent sans bouger. Le silence entre eux était plus lourd que les années perdues. Puis, lentement, il recula. « Je savais que tu reviendrais un jour. » Elle tomba à genoux. Elle n'était plus Madame Sanogo, plus l'ambassadrice, plus la reine des podiums. Elle n'était qu'une mère brisée devant le fantôme de son choix. Mais maintenant, il fallait parler. Et affronter ce que l'ascension avait tenté d'effacer. Et toi, jusqu'où irais-tu pour échapper à la misère? Jusqu'où pour retrouver ce que tu as perdu? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour connaître la suite. Car le passé, lui, ne pardonne jamais.